Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture. On est le 22 décembre et je vais vous parler des lectures que j'ai faites dans le cadre du Cold Winter Challenge pour le mois de décembre, mais je vais commencer par un livre que j'ai lu avant ça, qui était ma toute première lecture du mois de décembre, il me semble, et qui ne fait pas partie de mes lectures pour le Cold Winter Challenge, qui était une lecture que j'avais faite rapidement avant mes lectures du Cold Winter Challenge, parce que il me restait encore un petit peu de temps fin novembre en fait, et au final je l'ai terminé début décembre, donc je vais l'inclure dans ce point lecture. C'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia. C'est un roman jeunesse avec un personnage principal qui s'appelle donc Alana, dont les parents sont médiateurs. Leur métier consiste à gérer les éventuels conflits et trouver des solutions pour apaiser les différents groupes et les différentes communautés de vampires qui vivent en marge de la société telle que nous la connaissons. Les humains n'ont pas conscience de l'existence des vampires, mais ils existent bel et bien, et les parents de Cordelia, non, Cordelia c'est l'autrice, les parents d'Alana, ainsi que sa grande sœur, sont médiateurs et partent en mission plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois, dans le monde entier pour essayer de trouver des solutions aux éventuels conflits. Alana a très envie de faire partie du business familial, elle a envie de faire partie de cette entreprise et de devenir médiatrice à son tour, seulement elle est assez maladroite et elle a des douleurs chroniques. On ne sait pas ce que c'est, d'ailleurs jusqu'à la fin du récit on ne saura pas exactement ce qui lui arrive, mais ça l'affaiblit un peu et pour le métier qu'elle aimerait exercer, c'est assez compliqué. Du coup, jusqu'à présent, ses parents l'ont laissé un petit peu à l'écart. Mais ça ne va pas forcément durer puisqu'il y a un nouvel élève qui débarque à l'école d'Alana et il se pourrait bien que ce soit un enfant vampire. Et on a tous lu Twilight, on sait tous très bien que les enfants vampires, c'est mal. Il ne faut pas créer d'enfants vampires, ils ne savent pas se contrôler et ils peuvent être dangereux pour tout le monde. Donc elle va mener l'enquête accompagnée de sa meilleure amie qui, elle, ne connaît pas l'existence des vampires, mais qui en est fan, mais alors absolue, et qui veut absolument y croire dur comme fer, et qui va être entraînée là-dedans du coup aussi, je vais pas dire malgré elle, parce qu'elle plonge la tête la première, voilà. Donc on va voir un petit peu cette enquête que va mener Alana en l'absence de ses parents, qui sont partis avec sa grande sœur à Berlin, je crois, pour une affaire de médiation vampiresque. C'est un roman que j'ai apprécié, je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. Mais c'est pas non plus la lecture du siècle, quoi. J'ai apprécié, pas vraiment parler du style de l'autrice, c'était assez fluide, c'est un récit qui est pour les enfants à partir de 9-10 ans peut-être, donc c'était très très facile à lire, il y a rien qui fait vraiment peur. J'ai été surprise à la fin par la tournure des événements, le vilain n'est pas forcément celui auquel on pense. Et alors ce que j'ai par contre particulièrement apprécié dans ce roman, c'est les messages qui sont transmis et surtout le parti pris de l'autrice d'utiliser l'écriture inclusive à partir d'un certain moment dans l'histoire. On a, je crois que c'est sa meilleure amie justement, il me semble, j'ai un doute maintenant, mais je crois que c'est la meilleure amie d'Alana, qui donc au début est... je me souviens plus comment elle s'appelle, qui au début donc est désignée comme étant la meilleure amie d'Alana et qui en fin de compte à un moment dans l'histoire, elle le sait, elle se connaît, elle y pense déjà depuis quelques temps, mais nous en tant que lecteurs et Alana même en tant que meilleure amie ne le découvre qu'à peu près à partir du milieu de l'histoire, que ce personnage se pose en fait des questions sur son genre et ne sait pas vraiment si elle a envie d'être considérée comme un garçon ou comme une fille. Donc à partir de ce moment-là, dans le récit, l'autrice va employer le pronom il, donc la contraction de il et elle, pour désigner ce personnage, dont j'ai complètement oublié le nom et le nom qu'elle se choisit. Et l'écriture inclusive pour jusqu'à la fin du récit. J'ai trouvé que c'était extraordinaire ce que faisait l'autrice parce que c'était un sacré taf. Par contre, comme c'est un roman court et qui va relativement vite, j'ai trouvé que l'emploi de l'écriture inclusive alourdissait le récit parce que comme c'est relativement court, on n'a pas le temps de s'y habituer et du coup visuellement les yeux et le cerveau font un effort supplémentaire en fait et ça reste compréhensible, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que si le récit avait été plus long, peut-être que je m'y serais habituée plus facilement et que ça m'aurait moins
ralenti, entre guillemets, dans ma lecture. Il y a un autre roman dont je vais vous parler tout à l'heure qui aborde également ce sujet, mais là, le personnage connaît son genre. Alors que le personnage dont je vous parle dans Alana et l'enfant vampire n'est pas encore sûr du genre qu'elle a envie de revendiquer. Du coup, c'est vrai que forcément, l'écriture inclusive coule de source en fait. Lui ou elle ne sait pas elle-même si elle est une fille ou un garçon, donc on emploie les deux. Dans l'autre roman, c'est pas le cas. Mais voilà, du coup, c'est vrai que, et vous voyez même là, quand je vous en parle, c'est un effort à faire, mais il faut le faire. Voilà, c'est comme ça. C'est évident, en fait. Si c'est un choix, il faut respecter le choix des gens, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ça. On parle de... je vous ai parlé des douleurs chroniques d'Alana, dont on ne connaît pas réellement l'origine, mais tout ce qui est maladie chronique, on en parle. On parle également de handicap, parce que la grand-mère d'Alana, qui est un personnage pas forcément hyper important dans l'histoire, mais qui revient à plusieurs reprises, a été victime d'un accident, je crois, et est paralysée d'un côté, je ne sais plus quel côté. Ça la handicape, c'est un handicap, mais ça la handicape aussi psychologiquement, on va dire, parce qu'elle se sent inutile. Elle était elle aussi médiatrice, et c'était une médiatrice très très reconnue. Et maintenant qu'elle ne peut plus exercer son métier, elle est extrêmement frustrée. Donc c'est pas facile moralement. On parle également d'homosexualité. Alors c'est très léger, mais on évoque aussi l'homosexualité parce que la grande sœur d'Alana est gay et a eu l'autorisation de révéler l'existence des vampires à sa petite amie qui a elle aussi été formée pour devenir médiatrice. Donc ça génère encore une source de frustration pour Alana qui, elle, fait partie de cette famille et qui ne peut pas exercer cet emploi. Bon, elle est encore jeune pour avoir un travail, mais elle pourrait commencer sa formation. Alors qu'une étrangère à la famille, donc la petite amie de sa sœur, elle a eu l'autorisation exceptionnelle de devenir médiatrice. Donc on a aussi cette jalousie, mais c'est très léger, mais voilà, c'est évoqué. Voilà, c'était sympa. Après, comme dit, c'était effectivement jeunesse. Bon, je m'y attendais, hein, de toute façon, le style de la couverture, l'histoire, le style de l'autrice est fluide, c'est rapide, ça va vite. Mais comme dit, j'ai été assez surprise par la fin et c'est plutôt cool de ne pas forcément avoir tout deviné parce que même si c'est un récit pour enfants, vous n'êtes pas obligé de tout donner tout cru. Tout cuit, pardon, entre les mains, quoi. Donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà, donc c'était une belle lecture, mais pour laquelle je pense que je n'aurais pas forcément voté pour les 5 finalistes, par exemple, au niveau du PIB. Ensuite, on commence les lectures du Cold Winter Challenge, et j'ai lu, donc pour remplir la première catégorie du premier menu, dont je ne me souviens plus, j'ai lu Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonte. Je vous mets la couverture par ici. Dans une édition intégrale 3 romans France Loisirs. Voilà, j'avais déjà lu un des trois romans l'année dernière. Cette année, j'ai lu les 2 qui restaient. Le premier, c'est donc celui-ci. Dans cette histoire, alors ne me demandez pas les noms des personnages, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui travaille dans une agence de voyage assez chic, et son patron, alors c'est pas l'employé du mois, elle est tout le temps en retard, elle passe sa journée à jouer au backgammon sur son ordinateur et à échanger des messages sur les messageries internes avec sa collègue. Et son patron le sait très bien, mais il a été obligé de la recruter, il avait absolument besoin de quelqu'un, et en gros c'était la seule personne disponible à ce moment-là. Donc il a été obligé de la recruter, et il est obligé de la garder, il peut même pas la virer parce que toujours pareil, c'est un peu la crise et il ne peut pas vraiment faire de recrutement actuellement, c'est compliqué, donc voilà. Il y a un système dans son travail, dans sa boîte, c'est-à-dire que tous les mois, on a en gros l'employé du mois, et cet employé a le droit de partir en voyage aux frais de l'entreprise pour découvrir un nouvel hôtel, un nouvel environnement qui potentiellement pourrait être partenaire de l'agence. Donc notre héroïne n'y croit pas. Une fois, elle a eu le droit d'en profiter, sauf qu'elle devait aller au Guatemala ou je ne sais plus dans quel pays, et il y a eu un virus transmis par le moustique qui a fait que finalement elle n'a pas pu y aller. Sa seule chance lui est passée sous le nez, et là forcément, vu qu'elle est tout le temps en retard, etc., elle n'y croit plus du tout. Et pour une fois,
son boss a décidé que ce serait elle qui partirait, sauf qu'elle va pas partir au Pérou, en Nouvelle-Zélande, elle va partir en Savoie. Elle est quand même contente parce que la Savoie, ça peut quand même être romantique. Bon, elle s'en fiche un peu, elle n'est pas dans une relation. Elle s'est fait larguer par son mec il y a quelques temps, qui était photographe et qui a couché avec un mannequin dont il faisait les portraits. Donc ils se sont séparés, enfin, lui il l'a quitté pour le mannequin. Et elle s'en est jamais vraiment remise. C'était il y a quasiment un an, je dirais. Noël précédent, je pense. Et voilà, donc le côté romantique l'intéresse pas spécialement, mais elle n'est jamais allée au ski, elle n'a jamais fait de ski, donc elle se dit que bon, après tout, la Savoie c'est quand même des beaux paysages, on a quand même des super paysages en France, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour découvrir des coins sympas. Et puis ça lui fait des vacances gratos, elle va bien manger, elle va bien dormir, elle va passer de super moments, et puis voilà, comme elle n'a jamais fait de ski, la neige, ça la botte bien. Même si elle aurait préféré le soleil, la neige, pourquoi pas. Alors elle débarque, alors forcément nous en tant que lecteurs on sent tout de suite que ça sent le plan foireux, enfin pourquoi son patron il l'aurait envoyée elle alors que c'est la pire employée de l'année. Donc elle arrive en Savoie, elle arrive au fameux hôtel qui s'appelle je ne sais plus comment, Suzette quelque chose. Et en fait la réceptionniste lui annonce qu'il non, il n'y a pas de réservation à son nom. Alors elle commence à s'énerver, péter un câble, et à ce moment-là, qui entre dans l'hôtel? Son ex, avec sa nouvelle copine, qui est toujours le mannequin, donc ils sont toujours ensemble depuis un an. Donc elle qui pensait que c'était juste une amourette, et voilà, ben, en fait non. Donc elle se planque, la réceptionniste la prend un petit peu en pitié, et elle lui indique un hôtel un peu plus loin qui s'appelle également Suzette, je ne sais plus quoi. Alors c'est les deux hôtels ont Suzette dans le nom, mais c'est pas je crois qu'il y a les 3 Suzettes, et puis les sœurs Suzette. Les sœurs Suzette et les 3 Suzettes, quelque chose comme ça. Et effectivement, elle s'était juste trompée d'hôtel, et l'hôtel que son boss a réservé, c'est un hôtel miteux, enfin vraiment horrible, c'est horrible. Donc heureusement, elle y passe quasiment, elle y passe très très peu de temps, et même nous en tant que lecteurs, en fin de compte, à part savoir que c'est un bouge horrible, finalement on n'en sait pas plus que ça, on n'y passe pas non plus énormément de temps. Elle a décidé, puisque c'était l'enfer au niveau de sa réservation, et que finalement c'était pas vraiment, même si c'était des vacances, c'est pas vraiment les vacances dont elle rêvait, elle va décider de reconquérir son ex. Alors que je vous rappelle, son ex l'a trompée, humiliée, voilà, elle l'a retrouvée avec le mannequin dans leur lit, donc elle décide de le reconquérir. J'ai mis 17 sur 20 à ce roman et 4 étoiles sur Goodreads. J'ai quand même passé un super moment. J'ai trouvé que l'héroïne était hyper agaçante, en particulier au début. Et alors, cette volonté de reconquérir son ex à tout prix, en faisant mais n'importe quoi, en le draguant ouvertement sous les yeux de sa nouvelle copine, j'ai trouvé ça mais dégueulasse, et je sais pas je sais pas quel terme employer, mais elle me faisait pitié en fait, c'était juste n'importe quoi. Je levais les yeux au ciel quasiment toutes les pages, mais à côté de ça, c'est assez drôle, c'est une romance de Noël, donc forcément, voilà, c'est hyper léger. Il y a un retournement de situation par rapport à son boulot à un moment aussi, donc elle se retrouve à devoir partir en catastrophe alors qu'elle vient de rencontrer le love interest et qu'il vient enfin de se passer quelque chose avec lui. Bah oui, forcément il y a un love interest, hein, en dehors de son ex, bien entendu. Je rappelle que le titre c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Voilà, donc c'était sympa, j'ai passé un chouette moment. C'est assez drôle, et j'ai trouvé assez original l'idée que notre héroïne et sa collègue ont pour redresser la barre de leur entreprise de voyage là. Donc j'ai trouvé ça assez fun. Et finalement, ouais, voilà, j'ai passé un bon moment, donc c'était plutôt cool. Et pour terminer cette intégrale de 3 romans de Noël en un, j'ai lu Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Et alors dans cette histoire, on va avoir affaire à une personal shopper qui travaille à Londres, et qui, forcément, en tant que personal shopper, elle est spécialisée dans les cadeaux d'anniversaire, de mariage, de Noël, etc. Et elle a toujours un peu plus de monde à Noël, et pour la Saint-Valentin par exemple, c'est à ces 2 périodes-là que son agenda est assez bouqué. Elle était censée passer Noël avec sa meilleure amie, sauf que sa meilleure amie a été invitée chez les parents de son petit ami ou fiancé, je ne sais plus. Donc elle va se retrouver seule pour Noël. Ça l'embête énormément parce qu'elle adore Noël, c'est sa fête préférée, et elle est fan des calendriers de l'Avent. D'ailleurs, dans cette histoire, l'autrice, parce que j'ai fait des recherches après et je n'en ai pas trouvé, donc si vous, ça vous intéresse, que vous faites des recherches et que vous trouvez quelque chose, dites-le moi en commentaire. L'autrice a inventé, vraisemblablement, ou alors elle a trouvé et pas moi, un calendrier de l'Avent
Obad, donc avec de la lingerie. On a des petites culottes et des porte-jartelles, je crois, à un moment. Et j'ai trouvé ça tellement mais sympa comme idée pour les gens qui sont fans de lingerie. Alors après, je me suis dit, le seul problème, c'est... Enfin, le seul problème. Ce qui serait compliqué logistiquement, c'est qu'il faudrait faire des calendriers de plusieurs tailles différentes. Puisque forcément, on n'a pas toute la même morphologie. Et puis, les petites culottes au bas, ils vont pas les mettre en taille unique. Hein. Et alors, par contre, le calendrier, forcément, était très, 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 très cher. Genre, c'était plus de 300 livres, je crois, qu'elle l'a payé dans l'histoire. Hein. Mais en fin de compte, quand tu penses qu'il y a 24, allez, on va dire 24 culottes de la marque Obad, moi je suis allée faire un tour sur leur site à 60 balles la culotte. Finalement, c'est assez rentable. Voilà, bref. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, je l'ai noté et puis j'enverrai peut-être un MP à Obad une fois, ou à je sais pas quelle autre marque de lingerie pour leur faire la suggestion, que ça pourrait être sympa. Bref, donc on a cette jeune femme qui est personnage shoppeuse et fan de calendrier de l'Avent et qui est contactée par un homme qui est PDG d'une entreprise d'optique. Et il se trouve que lui, son objectif cette année, c'est de passer Noël avec sa famille, ce qu'il n'a jamais fait, puisque à l'époque, quand ses enfants, donc ils ont 3 enfants avec sa femme, ils ont 2 fils et une fille. Et à l'époque, quand les enfants étaient plus jeunes, sa femme et lui travaillaient énormément et du coup pour Noël, les enfants étaient envoyés chez leurs grands-parents, ce qui fait qu'ils n'ont jamais passé les fêtes ensemble. Cette année, leur fille est en plein divorce et ça se passe pas très très bien et elle a elle-même une fille de 5 ans je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, la fille de ce PDG et sa petite fille sont donc retournées vivre chez eux à Londres. On a un des fils qui lui, on n'en parle pas tellement, on le voit à un moment donné, mais on n'en parle pas tellement. Il vit plus loin avec sa famille, il travaille jusqu'à Noël, donc il les rejoindra juste pour le jour de Noël. Et on a le fils qui lui s'est séparé de sa copine récemment, et pareil, ça s'est pas très très bien fini. Voilà, il a un peu le cœur brisé, et qui du coup est lui aussi revenu vivre chez ses parents. Le PDG va demander à notre héroïne de travailler exclusivement pour lui ce Noël, en lui promettant un salaire suffisamment conséquent pour que ça puisse couvrir les frais, la rentrée d'argent qu'elle aurait eue si elle avait travaillé pour plusieurs clients différents. Et il va lui proposer de venir habiter chez lui pendant environ 1 mois avant Noël pour préparer tout ça en fait. Préparer Noël, leur donner l'esprit de Noël. Les cadeaux, les décos, les activités, la cuisine, tout ça. Elle est là pour ça, spécialement pour cette famille. Bien entendu, vous avez compris que le love interest, c'était le fils de la famille, celui qui vient de se faire larguer, ou qui a largué sa copine, je sais plus. Je crois que c'est lui qui a largué sa copine. Et voilà, j'ai adoré cette histoire. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment, vraiment chouette. La chose qui m'a fait baisser ma note, c'est la logique, parce que on a, vous le savez, hein, comme dans toutes les romances de Noël, que ce soit en téléfilm ou en roman, tout va bien. Et puis alors à un moment on a le cataclysme qui fait que plus rien ne va, et à la fin de nouveau tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a 2 éléments qui m'ont fait baisser ma note, c'est la logique comme je le disais, parce que l'élément qui fait que d'un seul coup plus rien ne va et tout va de travers, j'ai trouvé ça mais tellement pas logique tout simplement, je ne comprends pas. En fait notre héroïne va inviter spontanément une personne qu'elle croise qui attend devant la maison des gens chez qui elle habite provisoirement. Elle va commencer à engager la conversation, demander si elle peut renseigner cette personne. La personne va se présenter à peine, quasiment même pas, juste dire qu'elle est une vieille amie de la famille. Et notre héroïne va spontanément inviter cette personne à venir fêter Noël avec eux. En fait, non. Enfin, tu sais, non. Et c'est ça le truc qui va faire que ça va partir en cacahuète. Forcément, bien entendu, l'identité de cette personne est assez évidente quand on y réfléchit. Mais non, enfin voilà, je comprends pas en fait comment notre héroïne s'est permis de faire ça. Pour moi, c'est juste pas logique. Et la deuxième chose, c'est la fin qui m'a plu, mais on a un épilogue en fait de 1 an plus tard, peut-être, quelque chose comme ça, qui là, voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément nécessaire, et à la limite, j'aurais préféré qu'on s'en passe et qu'on s'arrête sur le moment où on s'était arrêté pour le Noël présent, on va dire. Sinon, en termes d'écriture, c'est la romance de Noël, alors c'est super simple, ça se lit super vite. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a permis de gagner un temps monstrueux sur mon planning de lecture en tout début du mois de décembre. Parce que les 2 romances là de Noël, je les ai dévorées à une vitesse hallucinante. C'était sympa, c'était vraiment chouette, du coup je vous le conseille. Et puis si jamais
l'autrice, donc Caro Emeline, publie d'autres romances de Noël, je pense que je me les noterai parce que c'était vraiment chouette. Ensuite, je vais vous parler de mon seul coup de cœur du mois de décembre. Enfin, le mois de décembre n'est pas encore fini, on n'est que le 22. Mais en tout cas, pour cette update lecture, mon seul coup de cœur, c'est le tome 2 de la série Rosen de Laetitia Danaé. Et je lui ai mis 20 sur 20 sur les verdicts et 5 étoiles sur Goodreads. C'est donc un coup de cœur et un bon gros coup de cœur. J'ai lu le tome 2, je vais vous parler rapidement du résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler. Dans le tome 1 donc de Rosen, on va faire la rencontre de Rosen Kaplang, qui est la fille de l'émir qui gouverne un peuple de djinns. Il y a plusieurs années, les djinns étaient en guerre avec les Dagnir. Aujourd'hui, cette guerre est terminée, la paix a été instaurée et le sultan est un Dagnir qui est sur le trône depuis déjà plusieurs années, qui va léguer le trône à l'un de ses fils et son père était lui-même sultan avant lui et son père avant lui et son père avant lui, etc. Ça fait des générations que c'est les... Je me souviens plus du nom de famille de cette... Bref, c'est pas grave. Que c'est cette famille qui règne en fait. L'esclavage a été aboli puisque les djinns étaient esclaves des Dagnir, mais on a quand même une certaine forme encore d'esclavage qui existe puisque la magie des djinns qui coule dans leurs veines est appelée fluide et ce fluide leur est prélevé pour satisfaire les appétits hallucinogènes et des Dagnir. En gros, le fluide leur sert d'alcool, de drogue, un petit peu. Enfin voilà, c'est un mets de choix pour la bourgeoisie Dagnir. Le prélèvement du fluide est extrêmement douloureux pour les djinns. Malheureusement, les djinns qui vivent au sultanat ne peuvent y rester sous la protection donc du sultan qu'en échange de leur fluide. Donc quand Rosen va découvrir ça, elle va commencer à se révolter, à se rebeller et essayer de faire en sorte de libérer le peuple djinn. Pour cela, elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est épouser l'héritier. Le problème, c'est que on ne sait pas lequel des 3 fils est l'héritier. Mahdi, c'est ça le nom de famille des princes et du sultan. Donc on a Callum qui est l'aîné, Cameron qui est le cadet et Kaiden qui est le benjamin des princes Mahdi, donc des princes Dagnir, les fils du sultan. Et le trône ne va pas spécialement revenir à l'aîné, c'est le sultan qui va décider lequel de ses fils va hériter. Ça peut être l'aîné, mais ça peut aussi être un des 2 fils. Le nom de l'héritier a été placé dans une urne depuis quelque temps déjà et le jour où l'héritier sera révélé, cette urne sera brisée et on révélera le nom qui se trouve à l'intérieur. La raison pour laquelle Rosen et ses 2 sœurs vont se retrouver à Prétamia, c'est parce que l'émir, donc le père de Rosen et de ses sœurs et le sultan ont décidé d'un commun accord, c'était plus un accord du sultan et l'émir n'avait pas vraiment le choix. Mais bon, que pour renforcer la paix et l'union des 2 nations, les princes Mahdi devaient épouser les princesses Kaplang. Donc les 3 fils sont envoyés à Prétamia et va commencer dans le tome 1 un genre de rencontre un peu à la Bachelor où les jeunes princesses vont rencontrer les princes dans des rendez-vous, s'apprivoiser, etc. Et alors on finissait sur un énorme cliffhanger et une révélation absolument incroyable. On a des personnages haut en couleur, les princes et les princesses ont chacun des personnalités qui sont extrêmement marquées. On a cette mythologie orientale, ces décors, le désert, la chaleur, les oasis, les créatures fantastiques, absolument incroyable. J'en ai des frissons rien que d'en parler. Le style de l'autrice est hyper fluide, c'est presque poétique au niveau de la description des situations. J'ai adoré cette duologie, je vous la conseille de tout cœur. J'avais adoré le tome 1, il m'avait manqué un tout petit truc pour que ce soit un coup de cœur, mais alors là, ce tome 2, il était parfait. J'ai failli pleurer toutes les larmes de mon corps. Il y a un passage qui m'a choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un deuxième passage qui m'a brisé le cœur. J'étais mais tellement triste. Oh mon Dieu. C'était horrible. Je trouve que ça finit merveilleusement bien. Et je n'ai qu'une hâte, c'est découvrir les autres travaux en fait de cette autrice. J'ai que la mort soit douce, et c'est ça, qui est parmi les sélectionnés du PLIB, donc que je lirai prochainement. Et il y a aussi sa première série, c'était Lune pourpre, je crois, quelque chose comme ça.
il me semble. Voilà, que j'aurais éventuellement aussi envie de lire. En tout cas, c'était vraiment une très très chouette lecture. En plus, le travail éditorial des éditions Plume Blanche. Et si jamais vous avez envie de la découvrir à moindre coût, on va dire, il me semble que les éditions J'ai lu ont édité une intégrale des 2 volumes. Donc c'est l'occasion. Ma lecture audio du mois de décembre, c'était Le Retour du Roi, le tome 3 du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Et j'ai adoré ma lecture. Voilà, c'était vraiment chouette. Alors je crois que des 3, c'est celui que j'ai le moins aimé. Alors je l'ai adoré parce que je connais l'histoire, j'adore l'ambiance, j'adore les personnages. Le narrateur est fantastique, il fait les voix de chaque personnage et chaque voix est différente. On a encore légèrement un peu moins que dans les autres cet aspect musical du récit avec plusieurs chansons. Mais je pense que la raison pour laquelle je l'ai moins apprécié que les autres, c'est parce que, comme pour le tome 2, on a un découpage en 2 parties, avec une première partie où on va suivre certains personnages et la deuxième partie où on va suivre certains autres personnages. Cette deuxième partie concernant principalement Frodo et Sam, 2 personnages que j'apprécie pas forcément énormément, et la deuxième partie m'a moins plu. Et la fin m'a pas non plus émerveillée, bien qu'elle n'apparaisse à aucun moment dans les films, et il y a carrément tout un pan en fait de l'histoire qui a été occulté. Dans les films, on se retrouve après l'ascension du Mordor, ils se retrouvent tous à Foncombe, puis ils retournent à la comté. Point. Dans les livres, il se passe autre chose. Quand ils arrivent en comté, l'histoire continue et il y a encore quelques petits trucs qui se passent à ce niveau-là. Donc j'ai été assez surprise et malheureusement pas spécialement agréablement surprise. Je pense aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je pense que j'avais quand même hâte que ça se termine à un moment donné. Parce qu'on suivait plus les personnages qui m'intéressaient le plus. Moi, le personnage qui m'intéresse le plus dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Aragorn. Et forcément, et Gandalf. Et comme on les suivait plus tellement vers la fin, j'ai perdu un petit peu l'intérêt. Mais j'ai quand même appris des trucs en plus, du coup, par rapport au film. Et ça, c'était plutôt chouette. C'est une série culte dans laquelle... On va faire au début de l'histoire la rencontre d'un hobbit, donc un semi-homme, qui s'appelle Frodo et qui va hériter de son oncle un anneau. Il se trouve que cet anneau a été forgé pour un seigneur des ténèbres qui veut absolument le récupérer. Et la tâche de Frodo va consister à parcourir toute la terre du milieu afin de détruire cet anneau pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Waouh, je suis fière de moi, ce résumé était hyper clair. Enfin, en tout cas, c'était mon impression. Voilà, et donc on va suivre les péripéties de Frodo et de ses compagnons de route pendant 3 tomes, qui au départ ont été écrits en un seul volume. C'est un livre, une histoire unique qui a ensuite été divisé en 3. Voilà, c'était fantastique. Alors la version papier que j'ai, c'est une vieille édition intégrale France Loisirs avec du papier Bible. Alors pour lire ça, franchement, c'est la corvée. Donc dans ma wishlist, j'ai mis les 3 tomes, je crois que c'est aux éditions Folio. Je suis pas spécialement fan des couvertures et il y a de magnifiques éditions reliées, mais elles sont en VO, elles sont pas disponibles en français. Je sais pas si vous entendez ça, mais c'est les chiens qui ronflent. Je suis désolée. Je suis chez ma sœur, au fait, je vous ai pas dit, changement de décor, je suis chez ma sœur, c'est pour ça. Oui, les éditions en relié simili-cuir sont seulement en VO et je pense que la complexité du récit ne me permettrait pas de lire l'histoire en VO. Maintenant que j'ai lu en français, ce ne sera pas vraiment un souci, mais si j'ai envie de la relire un jour, je préfère quand même l'avoir en VF. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Je suis quand même vachement fière de moi parce que jusqu'à présent, au mois de décembre, j'ai terminé donc l'intégrale des 3 romans là chez France Loisirs. J'ai fini Rosen, la série Rosen, j'ai fini Le Seigneur des Anneaux et j'ai également fini Terre de Brume puisque j'ai lu le tome 2, Le choix des élus de Cindy Van Wilder. C'était aussi pour le Cold Winter Challenge dans une sous-catégorie pour laquelle il fallait lire de la mythologie. Dans le tome 1, on va faire la connaissance d'Hera, qui est une prêtresse de l'eau, et d'Intisar, qui est une sœur de feu. Elles ont chacune des pouvoirs magiques en rapport avec l'élément auquel elles appartiennent, entre guillemets. Et elles ne se sont jamais rencontrées dans le tome 1, jusqu'au moment où Intisar découvre, grâce à un don supplémentaire qu'elle a, elle peut faire une sorte de projection astrale de son âme, et puis aller arpenter la brume qui a recouvert le monde entier, et elle se rend compte en faisant ça que elle aide aussi les spectres à passer dans l'au-delà.
Elle s'est rendue compte en faisant ça que la brume était habitée par des créatures monstrueuses qui étaient sur le point de les attaquer. Du coup, elle prend ses clics et ses claques et elle part tout droit au sanctuaire où vit Hera pour prévenir les habitants de ce sanctuaire, qui est en gros la capitale, on va dire, c'est là où il y a l'université où toutes les différentes magies sont enseignées. Et après, chacun habite sur un sanctuaire différent, on va dire. Mais en gros, ce sanctuaire-là, c'est là où il y a l'école, les administrations, etc. Donc elle se rend là-bas, Intisar, et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'Hera et que toutes les deux, elles vont décider d'allier leur magie et d'allier leur pouvoir pour essayer de repousser et détruire la brume. En gros, le tome 1, c'est ça. Donc on a pas mal d'hécatombes dans le tome 1. Je me souviens qu'il y avait pas mal de morts. C'est un récit jeunesse, mais que je qualifierais presque de au moins jeune ado, je dirais pas avant 12 voire 13 ans. D'autant plus que dans le tome 2, et particulièrement dans le prologue, on a affaire à des scènes quand même assez cracra et assez dures. Donc on reprend exactement où le tome 1 s'était arrêté. D'ailleurs, dans Rosen 2 aussi, on reprend exactement où le tome 1 s'était arrêté, même que l'autrice a repris exactement la même phrase. Elle a repris la dernière phrase du tome 1 pour la mettre tout de suite dans le tome 2. Dans Terre de Brume, elle n'a pas repris ce procédé, mais on reprend exactement aussi au point où on avait laissé nos deux héroïnes dans le tome 1. À part ça, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous dire de l'histoire de ce récit, puisque concrètement, je pense que ces deux volumes n'auraient pu faire qu'une seule histoire, étant donné que dans la partie 2, j'ai trouvé que c'était un peu plus lent quand même, parce que autant dans la première partie, donc dans le volume 1, on a les deux héroïnes qui se rencontrent, la belle amitié qui se tisse entre elles, des sentiments peut-être même un peu plus forts que l'amitié, et puis on a surtout leur périple en fait, les différents personnages qu'elles vont rencontrer, leur voyage jusqu'au mont Olympus pour essayer d'enfin enrayer cette brume. Là, tout se déroule sur le mont Olympus, en dehors des quelques chapitres auxquels on peut assister et qui sont du point de vue d'autres personnages. Mais concrètement, l'intrigue principale avec Hera et Intisar qui cherchent à stopper la brume se déroule sur le mont Olympus. Et j'ai l'impression que c'est juste une seule grosse scène et une seule grosse journée peut-être qui essaye de tirer en longueur pour qu'on puisse voir vraiment tout ce qui se déroule dans ce laps de temps. On découvre de nouveaux personnages, dont certains qui sont absolument antipathiques, et on a un personnage qui est né dans le corps d'un garçon, mais qui en fait est une fille. Elle est rejetée par sa communauté pour cette raison, et elle est obligée de prétendre qu'elle est un garçon. Elle a sa meilleure amie qui l'aide énormément, et en fait il se trouve que c'est sa meilleure amie, mais c'est en plus quasiment sa sœur, puisque ce personnage a été rejeté par son père à la suite. Alors pas parce qu'elle a décidé d'assumer le genre qui est le sien, mais parce qu'elle ne possède pas le bon type de magie. En gros, elle possède une magie de l'air, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Elle possède une magie de l'air, alors que la magie de son père est une magie de la terre. Et techniquement, la magie de l'air est moins puissante. Enfin, en tout cas, les magiciens de la terre, donc les semeurs, considèrent que toutes les autres magies leur sont inférieures, en gros. Inférieures et surtout interdites. Donc voilà, comme cet enfant est né avec une magie différente de la sienne, son père l'a rejetée. Et elle a été recueillie par une femme qui avait déjà une fille, et du coup elles ont plus ou moins, pas forcément grandi parce que ça date il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, elles sont très proches et j'ai trouvé que c'était une belle relation. Donc on a une belle diversité des personnages, dans les personnages principaux également, puisque comme je vous l'ai dit, Hera et Intisar ont une très très belle relation d'amitié qui oscille doucement vers l'amour, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit. Alors comme je l'ai dit dans mon vlog, au moment où l'autrice aborde cette question du genre avec ce fameux personnage, il reste plus tellement de pages en fait dans l'histoire parce que les romans sont relativement courts quand même. Et du coup j'avais peur qu'elle n'ait pas le temps de bien traiter la question. Et en fin de compte, en une seule phrase, elle a dit tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y avait pas besoin de plus. C'était vraiment chouette. Cindy Van Wilder a une plume absolument fantastique. Elle parvient à transmettre des émotions de dingue et elle arrive à dire tout ce qu'il faut en peu de mots. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, c'est vrai que je me suis rendu compte à la lecture de ce deuxième tome que c'était quand même plus jeunesse que dans mon souvenir, parce que j'ai trouvé que ça allait très très vite en fait. Surtout à la fin, j'ai trouvé qu'au final, la résolution de leurs problèmes, c'était assez rapide quoi. Et j'ai pas été satisfaite complètement par la fin.
c'est une bonne fin, voilà, elle est satisfaisante, allez, on va dire, elle est satisfaisante, voilà, ça clôture l'histoire, mais je pense que j'aurais aimé autre chose. Je ne sais pas exactement quoi, c'est ça le problème, je ne pourrais pas vous dire vraiment quoi, un peu plus de ci, un peu moins de ça, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il m'a manqué quelque chose pour la fin. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Et le dernier roman dont je vais vous parler, je suis contente parce que ça me permet aussi de terminer une série. C'est La Dame en Rouge règle ses comptes, le deuxième tome de la série La Dame en Rouge de Béatrice Beauté. Dans le premier volume, on va faire la connaissance de Violette Baudoyer qui a fui le domicile familial parce que son père, qui est un notable de Troyes, voulait absolument la marier à l'un de ses concurrents, auprès duquel il a énormément de dettes et qui accepterait de régler ses dettes à condition qu'il lui donne sa fille en mariage. Sinon, il va racheter l'entreprise familiale, ils seront obligés de vendre la maison, etc. Donc c'est un petit peu la misère pour la famille Baudoyer. Mais Violette ne veut absolument pas de ce mariage. À l'époque, elle a 19 ans et elle s'enfuit. Elle quitte Troyes, elle prend ses clics et ses claques, elle se barre et elle se retrouve à Paris. À Paris, elle est sauvée une première fois par des religieuses qui l'emmène au couvent, mais bon, ça lui plaît pas trop, donc elle s'en va, et elle se retrouve à travailler dans une boulangerie. Et en travaillant dans cette boulangerie, elle se rend compte qu'elle a un don. Elle est hydromancienne, elle réussit à lire le passé, le présent et l'avenir dans l'eau. La seule ligne de vie qu'elle n'arrive pas à voir, c'est la sienne. Sinon, elle voit celle de tout le monde, n'importe qui, des gens qu'elle n'a jamais rencontrés, des gens qui viennent à la boulangerie, des clients, etc. Et un jour, alors qu'elle fait ses petites prédictions à certaines clientes de la boulangerie qui l'apprécient bien, dans la boutique, il y a une certaine Madame Bouteloup qui la repère et qui va la prendre sous son aile parce qu'il y a longtemps, elle avait elle-même un don d'hydromancie, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais elle réussit quand même à conserver sa propre ligne de vie cachée aux yeux de Violette. Donc elle a encore un petit peu de pouvoir. D'ailleurs, on apprend, je me souviens plus si c'était dans le tome 1, en tout cas dans le tome 2, c'est redit, ou dit si ça n'avait pas été dans le tome 1, que Madame Bouteloup est en fait une descendante des procès des sorcières à l'époque de Louis XIV. Donc la voisin, tout ça, il est possible que ce soit les ancêtres lointaines de Madame Bouteloup. Et une des choses qui m'a moins plu dans ce deuxième tome, c'est justement le fait que cet aspect de l'histoire n'est pas du tout abordé. J'ai trouvé ça dommage parce que ça avait un énorme potentiel. Bref, donc dans le tome 1, Violette va se retrouver sous la coupe de Madame Bouteloup, qui est une seconde mère pour elle parce que concrètement, elle l'a tirée de la misère, elle va lui apprendre à utiliser son don, à le contrôler. Elle va la faire devenir Madame Euryale, la plus grande devineresse de Paris, appréciée et plébiscitée partout dans la haute bourgeoisie. Elle va gagner un max d'argent, mais cet argent, elle est obligée de le donner à Madame Bouteloup pour éponger ses dettes, puisque Violette coûte concrètement de l'argent, elle est logée, elle est nourrie, elle est habillée, il faut louer les salons dans lesquels Madame Euryale se produit. Donc, le temps avance, Violette gagne de l'argent, mais elle en fait dépenser aussi à Madame Bouteloup. Donc concrètement, c'est un cercle vicieux et elle attend qu'une seule chose, c'est sa majorité, c'est 21 ans, pour pouvoir définitivement prendre son indépendance, parce que à 21 ans, elle ne sera plus non plus obligée d'épouser Monsieur Lafourcade, donc le concurrent là de son père, parce que forcément, pendant les un an et demi qu'a duré sa cavale, son père était continuellement à sa recherche. Donc elle a aussi cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus d'elle. Elle va faire la connaissance d'un jeune journaliste qui s'appelle Florimond Valence et qui est également indique pour le commissaire, je ne sais plus comment, de la police de Paris. Et ils vont tomber amoureux. Et voilà, donc il y a une belle histoire qui va naître entre eux. Et dans le tome 1, donc ça c'est le contexte général, on va dire, l'installation des personnages. On est à Paris à la fin du 19e siècle. Et dans le tome 1, on va avoir affaire à un serial killer qui tue exclusivement des femmes. Et Violette et Florimond vont se retrouver embarqués un petit peu dans cette affaire. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé que c'était assez lent, mais que quand on arrivait vers la fin, au moment de ah ça y est, on va enfin savoir qui est ce fameux serial killer, les choses s'accéléraient et on avait des chapitres qui étaient bourrés de suspense. Et j'attendais ça aussi plus ou moins dans le tome 2, parce que ici, donc on a résolu l'affaire du premier tome, il n'en est plus question. On a toujours d'un côté, et c'est ça qui m'a gênée en fait, c'est que le roman balance entre deux intrigues. Et je pense que l'autrice aurait mieux fait de se concentrer sur une seule, parce que là, pour le coup, les deux ont été dévalués à mon goût, enfin, en tout cas à mon avis.
On a d'un côté le père de Violette qui est toujours à sa recherche et qui va peut-être bien finir par lui mettre la main dessus. Et on a de l'autre côté une nouvelle devineresse qui arrive à Paris qui s'appelle Mademoiselle Anaëlle et qui, elle, communiquerait avec les anges. Donc c'est une rivale potentielle. Et cette demoiselle Anaëlle a un lien aussi avec Florimond, que je ne vais pas développer pour ne pas vous spoiler si vous n'avez pas vu mes vlogs, parce que si vous avez vu mes vlogs, vous savez déjà tout ce qui se passe quasiment dans l'histoire. Je lui ai mis 13 sur 20 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. Comme dit, le fait qu'il y ait ces deux intrigues, j'ai trouvé qu'elles... Voilà, c'était pas suffisamment bien équilibré et que finalement le récit perdait un peu de son intérêt. En plus, on a la disparition d'un sénateur, je crois, donc il y a cette intrigue-là, même si elle est sous-jacente, qui transparaît. On a l'ex de Florimond qui réapparaît dans le décor. On a l'amant de Madame Bouteloup qui est très assidu envers Violette, qui du coup en rajoute une couche. C'était trop. Il y avait trop de choses dans cette histoire qui est censée être un roman jeunesse. Donc je dirais à partir de 11 ans peut-être, à cause du côté assez glauque quand même parfois de certaines situations. J'ai eu beaucoup de mal avec ça, et surtout, allez, la deuxième moitié, entre la deuxième moitié et le dernier tiers, mais je dirais plus la deuxième moitié, on se retrouve coincé avec Violette dans une situation où un personnage est omniprésent, il est là tout le temps, et alors ce personnage, il est misogyne, mais à un point, oh mon dieu, c'était insupportable, je n'arrivais pas à blairer ce personnage, j'avais juste envie de lui mettre mon poing dans la tronche, et malheureusement, on le suit à partir quasiment du milieu du bouquin et jusqu'à la fin. Et ça m'a quasiment gâché la fin de lecture de ce tome et puis surtout de cette série quoi. Donc forcément c'est ce tome là que j'ai lu il y a le moins longtemps et c'est cet aspect-là que je retiens en fait de cette série, ce qui est vraiment dommage. Donc malheureusement 13, c'est pas une mauvaise note, mais c'est une série, une duologie que je ne pense pas garder et que je ne pense pas relire, même si le style de l'autrice est assez fluide. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de répétitions, pas forcément au niveau des termes employés, mais au niveau des informations qui sont données. À plusieurs reprises, on revient sur des éléments qui ont été abordés dans le tome 1 ou un peu plus tôt dans l'histoire, et le problème c'est qu'on ne rappelle pas ce qui s'est passé une fois et basta, on rappelle une première fois, et puis quelques chapitres plus loin, on évoque à nouveau cette anecdote, et du coup l'autrice se sent obligée de réexpliquer. C'est succinct, ça va vite, mais elle réexplique quand même plus ou moins ce qui s'est déjà passé et ce qu'on a déjà réentendu au moins une ou deux fois. Donc ça alourdit aussi le récit. À côté de ça, j'ai trouvé que Violette, elle a deux personnalités. Elle est Violette et en même temps elle est Madame Eurial. J'adore quand elle est Madame Eurial. C'est une femme super forte qui sait ce qu'elle veut, qui sait se rendre imbuvable, mais c'est fait exprès parce que justement elle le fait pour pousser à bout ses interlocuteurs. Mais alors Violette, oh là là, c'est une chochotte pleurnicharde, elle m'a insupportée dans ce tome. Et je me souviens pas que c'était comme ça dans le tome 1. C'est quand même une série qui est bonne, j'ai apprécié ma lecture, l'histoire générale est sympa, et puis l'ambiance quand on est à Paris à la fin du 19e siècle, visuellement c'est quelque chose qui me plaît énormément. Malheureusement, le reste n'a pas suivi, et du coup je suis un petit peu déçue pour cette dernière lecture dont je vous parle aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans votre Coldwinter Challenge, quelle est jusqu'à présent la lecture qui vous a le plus plu et quelle est peut-être la lecture qui vous a le plus déçu. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!